Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors évidemment, énormément d'entrepreneurs, on va en reparler, mais on va démarrer avec un sujet qui est un sujet très très important, peut-être l'un des plus importants finalement en ce moment pour l'économie des entreprises en France. C'est l'évolution du travail, les nouvelles formes de travail et particulièrement tout ce qui se joue aujourd'hui autour des plateformes et autour des plateformes de livraison. Il se trouve que Bruno Mettling, que vous connaissez si vous connaissez l'histoire des entreprises, ancien DRH d'Orange notamment au moment de la crise terrible de ressources humaines qu'avait traversé Orange. Donc Bruno Mettling a remis un rapport complet au ministère du Travail. Il est avec nous, on va parler de tout cela. Et puis ensuite, donc, des récits d'entreprise, notamment, alors je suis ravi de les recevoir, les codes Rousseau, ceux dans lesquels vous avez appris à conduire, là. Hein, un Goncourt par an qui était imprimé. Comment on fait à l'heure du digital? On va voir ça dans Bismart. On démarre donc avec Bruno Mettling. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc je disais, ancien DRH et aujourd'hui, vous avez monté votre entreprise. Là encore, voilà. À quel âge Bruno? 60 et quelques années quand Voilà. J'appelle ça les startups de vieux. On en a monté, nous aussi, j'appelle ça les startups de vieux. Voilà. Vous avez raison. Président fondateur donc, du cabinet de conseil Topix. Alors, vous avez, il y a une dizaine de jours, publié, écrit en fait une ordonnance clé en main pour le gouvernement, c'est ça C'était ça. La feuille de route qu'on avait, c'était vous devez rédiger un projet d'ordonnance clé en main après avoir conduit la concertation qui nous permet de passer à l'action. Il y a eu beaucoup de rapports sur ces situations, sur ces travailleurs. Donc on parle des travailleurs des plateformes. Hein. Voilà, on parle des travailleurs des plateformes. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont accumulés, donc de grande qualité. Il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Et donc votre rôle, votre job, c'est de rédiger, avec l'équipe qui m'entourait, on était 3, avec Mathias Dufour et puis Pauline Tréquesser, vous devez rédiger l'ordonnance que le gouvernement va déposer. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement va reprendre à la ligne tout ce qu'on a écrit, mais on lui a remis clé en main une ordonnance après une vaste concertation qui a créé quand même pas mal de consensus. Alors, démarrons à la limite par ce qui fâche, enfin j'en sais rien, je sais pas. Le truc qui m'a le plus surpris en fait, c'est l'idée d'élection et l'idée, j'ai l'impression, votre volonté, peut-être pas votre volonté, mais la conséquence, de remettre dans le jeu les syndicats classiques. Est-ce qu'en fait il faut des vieux rapports sociaux pour ces nouvelles formes de travail, Bruno? C'est un enjeu important. Prenons quelques minutes quand même. Ah, mais on n'a plus le temps, là. Voilà, il faut vraiment prendre un petit peu de recul. La première chose qu'il faut, c'est que si on veut qu'il y ait un dialogue social digne de ce nom, il faut des représentants, j'insiste, légitimes, pas autoproclamés, de ces travailleurs de plateforme. Pourquoi pas autoproclamés? Parce que la légitimité, elle s'acquiert à travers la désignation par ces travailleurs de qui a la légitimité pour les représenter. Donc, il faut des élections. Le sujet qu'on avait, c'est dans le schéma français, des élections veut dire monopole de représentation des syndicats. Et ça, on a dit non. Donc, dans notre proposition, et c'est là qu'il y a beaucoup de modernité, il y aura évidemment élection par ces travailleurs de plateforme de leurs représentants et pourront se présenter tous ceux, qu'ils soient collectifs de travailleurs de ces plateformes qui se sont récemment constitués, qu'ils soient syndicats traditionnels dès lors qu'ils se sont organisés, à une condition, c'est que les représentants, les candidats, aient effectivement pratiqué ce métier. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'on n'exclut pas les syndicats traditionnels. Ceux-ci n'ont pas de monopole, comme dans l'ancien schéma de représentation au premier tour. Les collectifs de travailleurs peuvent se présenter, et ce sont les travailleurs eux-mêmes, et c'est très moderne, qui pourront choisir leurs représentants. Pourquoi interdire, par exemple, on a rencontré la CGT, a créé un collectif du côté de la région de Bordeaux, qui les travailleurs se sentent légitimement représentés par la CGT. Très actif. Pourquoi ne pourraient-ils pas se présenter? À l'inverse, on a rencontré des organisations comme le CLAP, qui ont engagé depuis de nombreuses années une vraie bataille, une vraie action pour représenter les intérêts des livreurs. Ils doivent pouvoir se présenter aussi. Donc pas d'exclusion. Je vais vous dire, Bruno, oui, mais qu'est-ce qui va se passer, Bruno? Ce sont des indépendants, ces gars-là. Mais moi, je veux qu'on parle, parce que vous avez rencontré des collectifs et puis vous avez passé des heures carrées à faire tout ce truc. Donc, ce sont des indépendants. Globalement, ils ne vont pas aller voter. Globalement, vous allez vous retrouver... En fait, je vais vous dire, je vois ce truc, je vois toute votre bonne volonté évidente et je me dis, on va revivre la séquence travail du dimanche. Et en fait, on va casser un outil de travail et un outil de croissance. Ça, c'est ce que certains disent. En gros, il ne peut pas y avoir de dynamique à travers du dialogue social compatible dans les formes traditionnelles avec les enjeux économiques et la dynamique de ces plateformes. Moi, je dis non. Moi, je dis que c'est l'inverse. Si on veut que dans nos sociétés se développe la formidable dynamique économique qui est associée à ces plateformes, et en particulier la dynamique de création d'emplois dont je veux rappeler ici qu'elle touche des publics qui sont exclus de l'accès à l'emploi traditionnel. 100 000 personnes aujourd'hui. Alors évidemment, dans des conditions horaires qui sont variables, mais 100 000
personnes, beaucoup d'entre elles, trouvent un accès à l'activité, à un job, grâce à cette nouvelle économie. Donc ça, c'est le point positif que ces plateformes apportent. Il ne faut pas le contester. Mais à l'inverse, penser qu'on peut bâtir cette dynamique dans des pays comme le nôtre, sans qu'il y ait un minimum de droits et de protection de ces travailleurs, c'est un leurre. Et donc tout le travail qui était le nôtre, c'est comment à la fois préserver la dynamique économique tout en expliquant à ces plateformes, qu'elles s'appellent Uber, qu'elles s'appellent Deliveroo, qu'elles s'appellent Stuart, on ne peut pas construire en Europe, et en France en particulier, une dynamique économique en étant aussi loin des droits fondamentaux et des protections auxquelles ont droit ces travailleurs. Et donc, pour faire ça, il faut à la fois du dialogue social, renouveler, réinventer, pas le dialogue social traditionnel, il faut à la fois un dialogue social, il faut de la négociation, et il faut à l'inverse, j'allais dire, que ces acteurs aient des représentants de ces travailleurs en face d'eux. Droits fondamentaux, ça veut dire, par exemple, alors, mais là aussi, rentrons là-dedans, vous les avez rencontrés, c'est Uber, Deliveroo, Stuart, etc., tous. Bon. Ils sont dans quelle disposition d'esprit ? Ils ont essayé, eux, au fil des années, de mettre en place des dispositifs assurantiels, un dialogue direct, et des dispositifs assurantiels divers et variés. Et c'est toute la limite de ce système. Ce qu'ils ont fait est parfois intéressant. De ces forums, de ces éléments-là peuvent naître. Mais un dialogue social, une négociation qui aboutit à des droits, elle suppose un équilibre dans la légitimité qui n'est pas aujourd'hui. Quand vous êtes désigné par l'entreprise... Et disons-le dans le rapport de force. Dans le rapport de force. Bien sûr. Il n'y a pas l'équilibre nécessaire à une négociation équilibrée. Et donc, pour qu'il y ait cet équilibre, pour qu'il y ait cette négociation, pour qu'il y ait ce rapport de force, il faut à la fois des gens qui soient investis de la légitimité d'un processus sélectif. On a été désigné par 100 000 travailleurs comme leurs représentants, même si c'est avec un taux faible de participation. Ils ont cette légitimité tirée du fait que des milliers, je l'espère, des dizaines de milliers de travailleurs des plateformes auront voté pour eux, et face à eux, ils pourront dialoguer avec les plateformes. L'état d'esprit des plateformes, il nous a beaucoup intéressés. Il y a quelques années, on le sait bien, ils considéraient que la forme traditionnelle de plateforme était inappropriée. Ce modèle touche ses limites. Ouais. L'Europe n'accepte plus, et même les États-Unis. Donc qu'on soit en Californie, qu'on soit à New York... Ils ont gagné le référendum en Californie. Hein. Oui, je sais, mais à coût de centaines de millions de dollars. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de le faire partout. Qu'on soit en Europe, de partout, j'allais dire, on leur dit non. Votre modèle ne peut pas se construire sur un tel déséquilibre dans les droits fondamentaux. Et donc, il y a deux façons de faire les droits. Il y a la négociation collective, c'est la voie que l'on a privilégiée dans le cadre de la mission qu'on nous a confiée, qu'Elisabeth Borne, la ministre, nous a confiée. Il y a la négociation collective qui aboutit à de nouveaux droits. Et puis, il y a évidemment l'évolution à travers le statut. Mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. Et l'idée, alors, c'est parce que justement, en Grande-Bretagne, la décision est tombée au moment où vous remettiez d'ailleurs ce projet d'ordonnance de ce tiers statut, d'un élément hybride finalement pour une nouvelle forme de travail. Ça, vous le rejetez aussi, Bruno. C'est le problème clé, et je vais vous prendre quelques minutes mais on a tout le temps, les genèses, parce que franchement, c'est un point absolument clé. Il y a deux voies pour assurer ce niveau de droit et de protection qui n'est pas aujourd'hui acceptable. Donc pour l'acquérir, il y a deux façons de faire. En gros, parce qu'on ne l'a pas dit, vous définissez ça, le champ, c'est sécurité sociale minimale, cotisation retraite. C'est les repos, c'est les temps de repos, c'est les salaires minimums. Ouais. C'est évidemment toute une série d'enjeux sur le temps de travail. Aujourd'hui, à Paris, je l'ai vérifié, il faut une cinquantaine d'heures de travail à peu près pour avoir un SMIC net. Quoi. Voilà, globalement. Et c'est à Paris où ça tourne. Et c'est à Paris où ça tourne. Voilà. Ça peut être beaucoup plus. Et les jours donnés, à un moment donné, ça peut être beaucoup plus. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur un niveau satisfaisant. Et je ne parle pas de droits des salariés, je parle de droits élémentaires des travailleurs. C'est très important de le rappeler parce qu'on est sur des droits européens, des principes européens qui aujourd'hui ne sont pas respectés, les droits au repos, le droit à un revenu minimum, etc. Le droit à avoir la capacité à se financer une protection sociale. Le sujet, donc, il y a deux variantes. Il y a la variante, j'allais dire, qu'on choisit certains pays, et il faut y revenir, l'Angleterre, l'Italie et d'autres pays, qui consistent à dire, entre le statut de salarié, les droits et les obligations qui s'y attachent, j'ai bien dit aussi les obligations qui s'y attachent, notamment un temps de travail, une loyauté à l'entreprise, etc., etc. Entre ce statut plein et entier de salarié et le statut d'indépendant, qui est le statut qu'ont souvent les livreurs dans beaucoup de pays, on va créer un tiers statut. Exemple type, le statut de worker en Grande-Bretagne, avec des contrats qui peuvent faire 0 heure de travail. Il faut se le rappeler, tout ça. Donc là, le choix, il n'est pas entre le statut de salarié, comme certains voudraient le faire croire. Et là, pour le coup, je leur en veux beaucoup, parce que derrière leur soi-disant protection des travailleurs, il y a en fait la mise en place d'un tiers statut qui déstabiliserait de mon point de vue, et en tout cas c'est le point de vue des partenaires sociaux en France, du MEDEF à la CGT, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont d'accord sur ce point, un tiers statut. En gros, je donne une partie des droits, et du coup je n'ai pas les mêmes obligations qu'un salarié classique et indépendant. Nous, notre conviction, c'est que la France a refusé ce tiers statut.
peut en parler. Mais en tout cas, quand est-ce qu'on a refusé ce tiers statut? je peux vous dire que les partenaires sociaux unanimes, quand le ministre leur a posé la question... Est-ce que le 1,5 million d'auto-entrepreneurs ne sont pas en train de construire ce tiers statut, justement, Bruno? On peut y revenir, mais ce 1,5 million d'entrepreneurs, ils adhèrent fondamentalement au statut d'indépendant. Ouais. La grande majorité d'entre eux. Donc, ce statut d'indépendant, c'est aussi des droits et des obligations. Donc, la logique est la nôtre, et j'insiste fortement. Elle est de dire entre détricoter le statut de salarié pour faire un tiers statut, ce dont, de fait, ceux qui sont légitimes aujourd'hui pour représenter les entreprises et les salariés ne veulent pas. Ah oui, parce que ça fragiliserait, à votre avis, l'ensemble des salariés. Fondamentalement, c'est ça le grand risque, c'est qu'on crée une brèche. Oui, et c'est ce que nous ont dit les syndicats, en particulier les syndicats. Ils nous ont dit, si vous avez le tiers statut, vous créez une brèche et les entreprises vont massivement transférer du statut et s'y engouffrer. Et donc, nous, on est contre le tiers statut. Je comprends. Et donc, si vous voulez donner des droits et des protections à ces travailleurs indépendants, mais je vais y revenir, ils ne sont pas tous dans le même sac, les travailleurs indépendants, je vais y venir dans un instant. Vous choisissez l'autre voie, qui est celle qu'on préconise, qui est celle que la ministre nous a demandé de privilégier, qui est le droit de la négociation collective, avec évidemment des représentants légitimes, des accords sociaux, et s'il n'y a pas accord, le cas échéant, intervention de la puissance publique pour permettre d'acquérir ces droits. Alors après, vous me dites, mais finalement, tous ces indépendants qui choisissent à leur place. Ils sont en train de construire quelque chose. Absolument. Donc il faut assumer ce statut d'indépendant. Et d'ailleurs, entre nous, dans les concertations qu'on a faites, les représentants des collectifs de VTC, par exemple, ne nous ont pas demandé le statut de salarié. Massivement, ils n'étaient pas d'accord. Les livreurs, certains nous ont demandé un statut, mais ils ont dit ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le choix. Donc il n'y a pas de partisans en France réellement du statut, j'allais dire, obligatoire de salarié. Je le dis tranquillement en passant, c'est pas neutre. C'est quand même eux qui vivent ces réalités au quotidien. Donc la voie qu'on a privilégiée, c'est comment la négociation collective, le dialogue social, allait leur permettre d'acquérir ce minimum de droits et de protection, j'insiste lourdement, parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas, et c'est très problématique. Comment ils allaient acquérir ces droits, sans forcément passer par la case changement de statut. Et donc, c'est à l'intérieur des indépendants. Un mot sur le statut d'indépendant. Parce qu'en fait, le statut d'indépendant, et ça, je crois qu'il faut se le dire, il y a deux grandes catégories. On ne peut pas mettre tous les indépendants dans le même sac. Je rappelle que le statut d'indépendant, il s'applique aux professions libérales. La réalité du statut d'indépendant, c'est qu'il y a ceux qui sont réellement indépendants dans le sens où ils ont la capacité à négocier, grâce à leur expertise, à leur niveau, leurs prix, leurs tarifs, leurs conditions d'emploi. Et puis, il y a ceux qui sont indépendants, mais dépendants économiquement. Et c'est en particulier ces travailleurs de plateforme. Ils n'ont pas le rapport de force, soyons clairs, qu'à un indépendant pour négocier. Donc, il fallait, à l'intérieur du statut des indépendants, et c'est un point très sensible, parce qu'en particulier, évidemment, le MEDEF et d'autres organisations patronales attirent l'attention sur les conditions d'une concurrence loyale. Donc, ces indépendants-là, ces travailleurs des plateformes, sont à l'évidence dépendants de ces plateformes, compte tenu, j'allais dire, de la réalité de la relation sociale et du rapport de force. Et pour eux, il est assez logique de prévoir, bien qu'indépendants, les conditions de négociation collective. C'est un petit peu compliqué. Même si... Non, je crois que c'est très très clair. Vous l'expliquez très clairement. Même si on est dans des grandes villes, et notamment à Paris, sur un rapport d'offre et de demande qui n'est pas forcément défavorable aux indépendants, justement. C'est vrai. À Paris, quand il pleut, et d'ailleurs on voit les tarifs bouger, c'est assez passionnant quand même. Hein. Tout à coup, il pleut et tout à coup, vous allez être payé le double pour la même course. Il y a là aussi quand même des rapports qui peuvent être en faveur de l'indépendant. Il y a des moments dans lesquels, effectivement, le travailleur de plateforme peut voir rééquilibrer les termes de sa prestation. Mais vous savez ce qui pose problème, fondamentalement, c'est que pour la même course, quasiment dans les mêmes conditions de temps, vous allez du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi, connaître une variation. Pourquoi sans comprendre pourquoi? Vous savez très bien pourquoi ils comprennent. Non. Parce que la complexité, parce que les éléments qui sont rentrés en ligne de compte, parce que le nombre de livreurs présents à ce moment-là, pour des raisons diverses et variées, va considérablement varier. Et donc, je pense qu'un des enjeux de la négociation, en tout cas, ils nous l'ont dit, c'est de mieux comprendre les mécanismes et de pouvoir donner leurs sentiments sur les mécanismes qui président à la fixation des prix. Il ne s'agit pas de... Voilà, donc... Modalité de partage d'informations et de dialogue, incluant la transparence, la lisibilité et l'évolution des algorithmes. Mais enfin ça c'est le cœur du secret des affaires, le fameux secret des affaires de l'ensemble de ces plateformes. Elles ne peuvent pas l'ouvrir comme ça. Non, elles ne peuvent pas non plus penser qu'on peut impunément faire varier de 30-40%, du jour au lendemain, changer les règles du jeu, comme ça peut être le cas sans conséquence pour les... La météo est très importante dans ce métier. La météo, d'accord. La météo est très, très fondamentalement, on peut se passer à l'autre bout de l'Atlantique. Je vais vous donner un exemple qui est très illustratif. Ce que nous ont dit ces travailleurs de collectif, on n'a pas été le vérifier, mais ce qu'ils nous ont quand même expliqué, c'est que du jour au lendemain, on leur a proposé, il a été décidé de leur offrir une assurance santé, souscrire des assurances privées pour améliorer leur protection sociale, qui est franchement un des points les plus critiques. Au nom de cette
protection sociale de cette assurance, on a modifié, nous ont-ils expliqué, les conditions de rémunération dans un rapport qui n'a rien à voir avec ce que représente le coût. Personne n'est en état d'aller vérifier. Est-ce qu'il est normal que vous perdiez, nous explique-t-il, une part très importante pour la même course, dans les mêmes conditions de climat et de nombre de participants, que vous perdiez une part substantielle de vos revenus au seul motif qu'il a été décidé de... Voilà, je m'arrête là. Je vais faire un peu provocateur. La question peut intéresser tous les salariés dans leur rapport aux mutuelles, si vous voulez, Bruno, sur le manque de transparence. Non, c'était une provocation. Je comprends tout à fait. Leurs représentants négocient aussi les termes des contrats. Vous voulez créer un cercle vertueux, finalement. À un moment, peut-être que les premières élections vont... Mais à un moment, ils vont réaliser, l'ensemble de ces travailleurs des plateformes, que oui, c'est bien d'un dialogue entre des gars qu'ils ont élus ou pas élus, mais c'est à eux de se bouger. Que va naître l'évolution de leur situation. Exactement. Etc. Donc sur un certain nombre de thèmes. Et donc nous, voilà. Moi je pense que c'est une voie importante sous deux réserves. La première, c'est qu'elle se produise rapidement, parce qu'ils ont quand même pas mal attendu. Oui, vous insistez beaucoup sur un sentiment d'urgence. Très honnêtement, on l'a redit au gouvernement. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a un espoir qui a été créé par la dynamique qui est là. Il y a eu des tas de rapports, mais il y a un moment donné où d'aucuns estiment qu'il est urgent. Donc on a fixé un calendrier qui était le minimum incompressible, on en convient, on a bousculé beaucoup de monde, y compris dans l'administration, mais on a bousculé beaucoup de monde en disant, grosso modo, l'ordonnance, et ça c'était le calendrier qui était fixé, doit sortir fin avril. Il faut que l'ensemble des textes d'application, parce que c'est pas facile de créer une structure de dialogue social en France, l'ensemble des textes d'application soient pris avant la fin de l'année, pour qu'au premier semestre 2022, les élections aient lieu et que la négociation collective s'engage au deuxième semestre. Il n'y a pas eu d'histoire de... Parce que je pense, j'ai parlé de la séquence travail du dimanche, on pense aussi à la séquence VTC. Et à la façon dont quand même, ça je vous... mais on a cassé une dynamique. On a cassé une dynamique, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas l'idée d'un diplôme, d'une formation, enfin de l'ensemble de ces éléments-là, qui, à chaque fois, sont quand même, on s'en rend compte, notamment avec les VTC, sont un moyen, en fait, de raréfier l'offre, de contrôler l'offre. De contrôler, de raréfier l'offre. Non, on n'en est pas. Et ça casse des dynamiques d'emploi. Donc, soyons clairs, ce n'était pas dans le champ de notre dynamique. D'accord. Et au contraire, moi, je suis de ceux qui pensent... Il y a un exemple qui est très intéressant dans les échanges qu'on a eus. C'est l'exemple de Just Eat. Just Eat a décidé de salarier ses livreurs. Ouais. Bon. On s'est intéressé à cet exemple, parce qu'après tout, on le devait à la réflexion qu'on conduit. Quand on creuse le modèle Just Eat, qui est très intéressant par ailleurs, d'abord, c'est leur droit de vouloir faire la différence à travers un statut social amélioré. Moi, je dis bravo, ils cassent. Il y a une dynamique, la régulation sociale, c'est ça. Simplement, il y a deux messages qu'il faut partager. Le premier, c'est que Just Eat a un modèle économique qui fait que la grande majorité de ses revenus, ils proviennent d'un contact direct entre les restaurateurs et les clients, sans passer par la livraison. Donc ça leur donne des capacités à investir ce champ que n'ont pas d'autres plateformes. Et puis le deuxième élément, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand les livreurs rejoignent Just Eat, il y a un processus de sélection, d'identification, qui faut que beaucoup d'entre eux renoncent à l'accès à travailler pour Just Eat parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte en termes de contraintes, d'horaires précis, etc. Je le dis avec conviction. Non, mais pourquoi ? Parce que ce que m'a dit l'un d'entre eux, il m'a dit, en fait, ce sont eux les vrais esclaves. Les livreurs salariés de Just Eat. J'en sais rien. En tout cas, ça peut être perçu comme ça par les indépendants. Exactement, ça veut dire... Voilà. Donc moi, le message que j'adresse, c'est on doit pouvoir exercer ce métier de livreur. 2, dans le statut d'indépendant. 3, tout en ayant le minimum de droits et de protection qu'appelle un système social digne de ce nom. Et notre bataille, elle est là. Et qui donnera de la solidité au modèle de toute façon. Et qui renforcera le modèle. C'est la question des plateformes. Elles en ont conscience. Elles voient bien les limites. Et je vous le dis franchement, l'alternative qui est le tiers statut, parce que c'est ça dont on parle, il ne faut pas tricher. Oui. Vous savez, un statut de salarié en France, avec les niveaux de droits, mais d'obligations associées au statut de salarié, ça ne fonctionne pas. Avec des gens qui, par définition, sont libres de leur temps de travail, peuvent choisir de travailler pour vous ou pour votre concurrent à tout moment, d'arbitrer librement. Ça ne fonctionne pas avec l'équilibre des droits et d'obligations du statut de salarié. Donc l'alternative entre détricoter le statut de salarié et des dizaines de millions de personnes qui sont derrière, et puis leur donner des droits par la négociation collective, nous pensons, je pense en tout cas, que c'est la deuxième voie qui est la bonne. Ça ne veut pas dire que le débat est terminé, mais ça veut dire que les plateformes, elles doivent quand même saisir cette occasion-là, et que si elles ne le faisaient pas, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités, parce que cette situation, en termes de droits et de protection des travailleurs, elle n'est pas acceptable. Un tel déficit n'est pas acceptable. Merci Bruno. Bruno Mettling, donc, qui était avec nous, notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Michel Goeb. Bonjour Michel. Bonjour. Patron des Codes Rousseau, et donc je le disais en sommaire, c'était
J'avais les chiffres 2015, là j'ai regardé, enfin j'ai trouvé, j'ai cherché. Vous avez 350 000 exemplaires, c'était ça, 2015 Oui, en livre de code. Oui, bah tout à fait. Oui, tout à fait. C'était un concours tous les ans, quoi. Oui, c'est ça, tous les ans, oui. Tous les ans, mais j'imagine que, enfin je sais pas, dans les années 2000 ou même les années 90, vous deviez être à 500, 600, 700 000. On a atteint 500, 550 000. 550 000 exemplaires. Ouais. Et aujourd'hui, on en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est toujours, c'est stable. Depuis quelque temps, on est autour de 350, 380 000 par an. Ah, ça veut dire que quand même, parce qu'on va parler évidemment du pivot total, de la mutation que vous faites sur le digital, mais ça veut dire quand même il y a plein de jeunes gens qui pensent que... Que le livre de code, quand même, c'est un petit outil qui est pas si mal. Voilà. Ça alors Oui. Ah, ils le prennent en plus. Parce que, parce que l'ensemble de ce que vous offrez maintenant est quand même beaucoup plus efficace. Complètement. Disons qu'on est en e-learning. Pour vous donner une idée, en e-learning, on est à peu près à 400 000 par an. Donc un peu plus que l'ouvrage. Mais l'e-learning va permettre de préparer son test, de réviser le code, parce qu'il y a quand même des cours de code. Mais je pense que les gens ont besoin d'avoir peut-être un petit bouquin, ou bien nos clients, les auto-écoles, font bien leur boulot. Et puis... Ah oui, une petite rampe. Une petite rampe. Là, vous êtes là, très détendu, souriant et tout, j'en suis absolument ravi. Mais globalement, on se disait, mais c'est quoi? Mais Code Rousseau, c'est pas jaune en fait, c'est Internet pour vous, ça a été un cataclysme, ça a été la chute de la météorite et vous êtes le dinosaure. Eh oui, c'est ça. Mais non, pas du tout. Au fil des années, on a toujours suivi. Vous avez vu le truc évoluer dès le départ en fait. On a commencé avec le print, ensuite on a eu les diapos, puis les CD-ROM, puis les DVD et le e-learning depuis 2009. Les premiers mais tests. les diapos, personne avait. Il n'y a pas un. C'était quoi ça, les diapos? Ça devait être les années 80 même, les diapos. Jusqu'en. Waouh! Ouais, mi-90. Mais il n'y avait pas un particulier qui avait des diapos chez lui. Ah non, voilà, c'était dans les auto-écoles. Là, ça ne se passait que dans l'auto-école. Que dans l'auto-école. Évidemment. Oui, alors que le petit bouquin, on l'avait chez soi quand même. Le petit bouquin, on pouvait l'emmener chez soi, oui. Alors, puis on avait chez soi. On avait des petits cahiers de tests papier. Quand même. Ouais. Bon. Et donc, vous avez fait cette mutation en toute tranquillité au fil des années? Alors, en toute tranquillité, pas tout à fait, mais oui, on l'a faite. On a été pris dans le mouvement, en fait, en quelque sorte. Ça a été tout petit peu difficile au début parce que nos clients n'étaient pas rodés à ce type d'outils. Et on a étoffé considérablement notre service hotline à ce moment-là. Ça alors, vous avez demandé vous avez devancé la demande. On a devancé la demande, bien sûr. Ça a toujours été le cas. On a toujours devancé la demande. Et alors, il y a la hotline, ok, mais il y a aussi l'ensemble des gars qui faisaient le code. Oui. Nos concepteurs, nos auteurs en fait, ce qu'on appelle les concepteurs sont nos auteurs. Vous les appelez des auteurs? Oui, non, on les appelle des concepteurs, concepteurs-rédacteurs pour être précis. Eux, ils n'ont pas changé, ils font toujours leur boulot. Simplement, c'est qu'avant, derrière eux, il y avait une équipe d'infographistes seulement, et puis après, on allait imprimer. Maintenant, il y a des infographistes et il y a une douzaine de développeurs informatiques. Il y a plus de développeurs informatiques que de concepteurs et d'infographistes. Et qui appartiennent au Code Rousseau ou que vous... Non, au Code Rousseau. On fait tout en interne. Toute la partie conception, développement se fait en interne. On a 32 personnes aujourd'hui en développement. Parce que, et en plus, il y a une certaine logique finalement, même si j'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu calmé là, mais c'est vrai qu'on a connu des périodes d'évolution du code de la route. C'est vrai. Qui rendait les choses presque plus simples à suivre sur le digital, non? Pour remettre à niveau... Non, c'était pas... Si. L'avantage, c'est vrai qu'un livre, si jamais on avait le malheur, on a toujours des contacts avec la DSR, la Direction de la Sécurité Routière, pour pouvoir anticiper, justement... Regardez l'histoire des 80 km/h. Oui, voilà. Là, on a 150 000 bouquins qui sont... voilà. Alors qu'aujourd'hui, un bouquin... Et oui, c'est ça, les 80 km/h, c'est... Ah bah non, finalement, on peut les remettre en circulation. Oui, c'est ça. Bon, alors, on va voir là ce sur quoi maintenant vous investissez quand même beaucoup, on va le voir. C'est-à-dire, en fait, vous prenez le virage du simulateur de conduite total. Absolument. Alors, ça s'appelle Oscar 2, donc on va voir ça. Racontez-moi un petit peu, alors il ne faut pas regarder là, parce que faut que vous restiez en face du micro. Racontez-moi un petit peu la démarche qui vous a amené à rentrer dans ce qui est presque du hardware. Mais justement, je veux raconter un peu comment vous montez tout ça. Mais, alors, déjà, il faut savoir que Code Rousseau a lancé un premier simulateur en 92. Mais c'était très cher, trop tôt.
Et donc, ça a été plutôt un échec. Pour les auto-écoles. Pour les auto-écoles. C'était trop cher pour les auto-écoles, le matériel qui était nécessaire était beaucoup trop lourd. Donc on a abandonné et on est resté assez longtemps sans revenir vers le simulateur. Et puis au début des années 2010-2012... Donc là, ce qu'on voit là, je le dis, hein, c'est des images de votre simulateur, c'est quand même très très impressionnant de vérité, quoi, hein, criant de vérité. Mais on va y aller justement. Et là, continuez. Oscar 2, vous avez la version 2, mais je vais y revenir. Donc on a lancé un simulateur qu'on a appelé Oscar, tout simplement, en 2014. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que, eh bien, dans l'esprit de l'auto-école, le digital, la simulation, c'est des choses qui pouvaient maintenant être acceptées plus facilement. Et puis également, le simulateur permet de faciliter l'apprentissage au départ, donc permet de se soustraire à ces heures un peu difficiles, les 2, 3, 4, 5 premières heures où il faut apprendre à démarrer, tourner le volant, c'est pas les plus marrantes, surtout dans les grandes villes. Donc, c'est dit, il y a probablement un marché porteur. Donc ça, c'était déjà une première idée. Deuxième idée, c'est que l'auto-école, vous savez, dans ces 5, 6 dernières années, a perdu un petit peu de sa marge avec l'épreuve théorique qui a considérablement évolué, avec les frais d'inscription qui sont devenus digitaux. Avec les nouvelles formes, il y a une concurrence sur ce secteur passionnant. On va en parler, évidemment. Absolument, il y a cette concurrence qui est arrivée. Et donc, le simulateur est aussi un moyen de se refaire un peu de marge. Pas autant, mais de se refaire un petit peu de marge. Et puis... Parce que l'heure de simulateur coûte moins cher que l'heure de conduite, mais elle marge quand même un peu plus. Ah bah oui, pour vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas de moniteur, vous n'avez pas de... Oui, mais ça il ne faut pas le dire, Michel, parce que si vous le dites, les clients ne vont plus vouloir payer. Ils vont retourner vers leur auto-école en disant, dites donc, vous margez comme des malades là-dessus, ça ne va pas du tout. La machine n'est pas gratuite, quand même. La machine n'est pas gratuite. La machine n'est pas gratuite, et tous les 4 ans, il faut la changer. Il faut renouveler un matériel qu'on renouvelle quand même, qu'on renouvelle. Et donc, ça permet aussi de pallier actuellement à la pénurie de moniteurs. Il y a un manque de moniteurs auto-école sur le marché. Et donc, le simulateur, pour une auto-école qui a 4-5 salariés, un simulateur, ça remplace un salarié pour faire ces fameuses 3, 4, 5 premières heures. Et il y a... Alors, j'ai pas bien suivi, j'ai regardé, puis c'est un peu complexe. Donc, il y a une évolution de la législation qui autorise aujourd'hui, en fait, à prendre en compte... Oui. Des heures de simulation, expliquez-moi ça. Eh bien, écoutez, jusqu'à il y a 3-4 ans, l'État autorisait de faire 5 heures de simulateur sur les 20 heures obligatoires. Voilà. Et on est passé à 10 heures. C'est ça. Voilà, 10 heures maintenant. L'idée est toujours pareille. L'idée du gouvernement, c'est un permis moins cher et plus facile d'accès. Voilà, donc pousser vers le simulateur qui permet de faire des heures moins chères, pousser vers la boîte automatique également, ça va être l'avenir, ça aussi. En boîte auto, vous faites 10-12 heures de moins de formation. Ah bah oui, quand il n'y a pas... Ouais, mais pas sur les 20 heures légales. Ah non, non, c'est ça. Les 20 heures légales, en fait, seuls ceux qui savent conduire font 20 heures. On en fait combien en moyenne, c'est combien ? 32 en France. 32 en moyenne 32 en France pour avoir son permis. Ouais, d'accord. 32 heures. Et alors, mais alors ça, parce que là, c'est plus vos développeurs maison, parce que ça, c'est du jeu vidéo haute définition. Enfin, c'est assez exceptionnel quand même. Oui, tout à fait. Surtout le modèle Oscar 2 là qu'on a fait évoluer avec le grand écran, etc. Non, on a travaillé avec la société Acreos, qui est une société spécialisée dans le développement de simulateurs. Ils sont basés à Metz, dans l'Est. Et cette société, jusqu'à maintenant, avait travaillé sur des simulateurs travaux publics. Donc les chariots élévateurs, les grues, les ponts roulants, enfin des choses très professionnelles. Et puis, on les a amenés en discussion avec eux à nous développer une voiture, un simulateur de voiture. Il y a également un simulateur poids lourd qui a été développé aussi en même temps. Donc, on a fait appel à cette société qui est vraiment, c'est leur métier. Et puis, nous, on a amené nos concepteurs, nos fameux concepteurs-rédacteurs. C'est eux qui ont fait le programme. C'est eux qui ont développé le contenu parce que c'est des spécialistes de la conduite. C'est eux qui ont mis en place la pédagogie qui va bien. Alors attendez, encore une question sur le simulateur. Parce que, alors là, on le voit, il y a quand même du hardware aussi. Enfin, c'est-à-dire, c'est un sacré équipement, là. Oui. Donc ça, vous allez le chercher chez les fabricants de... Oui, tout à fait. C'est toujours la société Acreos qui a fait, mais qui a été voir... je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est Fanatec, par exemple, pour les volants, pour les pédales. C'est une société qui... Donc, on vous l'a conçu sur mesure pour les codes Rousseau. Ça devient un outil industriel. Complètement. Complètement. C'est passionnant, Michel, quand même. Oui, c'est très intéressant. Et donc, il y a toute une filière, là, finalement, qui... parce que, il y a combien de candidats par an au Code de la route 1 million, à peu près. 1 million de candidats par an. À peu près 1 million, oui. Donc, on se rend compte que si un outil comme ça se développe,
Là, on est sur quelque chose d'intéressant quand même en termes d'industrialisation. Absolument, absolument. Bah là, on va s'adresser. Alors, on ne s'adresse pas directement aux candidats, on s'adresse à l'auto-école. Ouais. Il y a 10 000 auto-écoles en France. Ouais. Aujourd'hui, on a placé 450 simulateurs. Notre concurrent en a peut-être mis 1 millier parce qu'ils avaient commencé bien avant nous. Voilà, il y a encore du potentiel. Il y a un vrai potentiel de développement de la simulation. Comment ça, vous avez un concurrent? Vous avez un concurrent? Oui, on a un concurrent, oui. Ça alors. Louis Rousseau, 1937. Hein, j'ai vu ça. Hein. Oui. J'ai pas connu, mais... Ouais, moi non plus. Première méthode pour apprendre à conduire. Il y a un savoir-faire, il y a une expertise dans l'apprentissage de la conduite, quand vous dites pour vos auteurs, vos concepteurs. Oui, je pense. La plupart de nos auteurs, ils ont une formation soit pédagogique, scolaire, pédagogique, psychologique, ou souvent, ils ont été eux-mêmes moniteurs d'auto-école. Donc, ils ont enseigné. Hein, ils ont eu dans une partie de leur vie, cette action. Et alors juste pour terminer, les nouvelles formes d'auto-école, les ornicars, permis libres, etc., qui se développent partout. Comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous avez les mêmes rapports avec eux? Alors on n'a pas tout à fait les mêmes rapports avec eux. Parce qu'ils sont sulfureux vis-à-vis de notre clientèle dite traditionnelle. Hein. Nous, on travaille plutôt avec les auto-écoles de proximité. Et donc c'est quoi? C'est choisis ton camp, camarade? Tu ne veux pas travailler avec eux si tu travailles avec nous? C'est pas à ce point-là, mais je veux dire que... D'ailleurs, ils ont développé eux-mêmes leur propre plateforme de e-learning. Oui, de e-learning, mais pas de simulateur. Pas de simulateur. On n'est pas dans une machine comme celle-là où on change les vitesses. Ah bah s'ils venaient me voir pour acheter des simulateurs, on pourrait discuter. Non, mais ces nouveaux acteurs sont arrivés. Alors c'est sûr que ça a bouleversé le marché, mais pas forcément en mal. Ça a redynamisé la profession, ça a remis les choses à leur juste valeur. Il faut s'en souvenir, hein, en fait, c'était la première réforme Macron. C'est faire baisser le prix du permis de conduire parce que c'est un facteur d'exclusion en fait très important. Hein, avoir les moyens de se payer le permis ou pas. Voilà. Absolument. Merci pour tout ça, Michel. Tout ça a été fort sympathique, mais je n'en doutais pas. Et on continue avec nos entrepreneurs. Merci. Au revoir. Et on repart, les amis, encore un entrepreneur. Didier Boudy est avec nous. Bonjour Didier, Bonjour. Entrepreneur, mais entreprise familiale, c'est ça, Mademoiselle Dessert? Non. D'accord. Les managers du groupe, on possède à nous 15% du groupe, ouais. Mais on a un fonds d'investissement avec nous qui nous accompagne en LBO. Ça fait depuis 2009 qu'on est en LBO. On a racheté une petite boîte et on l'a développée pour en faire ce qui est devenu Mademoiselle Dessert. 1900 salariés? Oui. 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ça, c'était avant 2020. En 2010. Alors, non, mais on va y aller, on finit de présenter le truc, parce qu'en fait, ça fait partie de ces marques industrielles qui sont en B2B, que personne ne connaît, mais que... Quasiment personne. Combien de millions de Français dégustent tous les jours, tout le monde en mange. Si vous allez faire vos courses chez Carrefour, Auchan, Casino, tous, je ne peux pas tous les citer, mais on y est si vous allez chez la à travers des marques distributeurs ou à travers aussi des marques commerciales qu'on peut connaître? Alors non, les marques commerciales, vous ne les connaissez pas, on n'en a pas. Non, c'est des marques distributeurs. On essaie, mais sans grand succès pour l'instant. L'essentiel... Comment ça, vous essayez de créer votre propre marque ou vous essayez de fabriquer on essaie de créer nos propres marques, ouais. Mais jusqu'à présent, on n'a pas été vraiment successful sur le sujet. Mais par contre, on développe des produits qui sont les nôtres, ouais. Nos recettes, nos idées, qu'on va proposer à nos clients et on leur adapte le produit pour leur faire quelque chose de spécifique. Mais c'est à la base quand même notre création. C'est de la pâtisserie, hein? Oui, c'est que de la pâtisserie. C'est que de la pâtisserie surgelée? 100% surgelée. Alors, mais j'ai quand même une question. Il y a Picard dans vos clients? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Si vous faites de la pâtisserie surgelée, et que vous avez pas Picard, il vous manque quelque chose. Non, mais les marques distributeurs de la grande distribution, j'imagine, c'est massif quand même. Oui, mais alors, précision. Picard, ils vendent surgelé aux consommateurs. Ouais. Nous, l'essentiel de notre business, hors Picard donc, nos produits sont remis en œuvre en magasin et vendus frais aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on va vendre des fonds de tarte, du feuilletage, qui vont être cuits sur place dans le magasin. Les pâtissiers, dans les rayons boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, vont élaborer des produits, s'en servent, et ça va être vendu frais. Et là, les amis, on touche à des petits secrets de fabrication quand même. Alors, je parle sous votre contrôle, mais alors je ne sais pas si... mais il semble qu'une génoise, par exemple, ce soit quelque chose quand même
il faut des conditions, il faut notamment un four à température constante, enfin c'est assez complexe. Ouais, c'est super Et compliqué. que les plus grands des pâtissiers, en fait, achètent beaucoup de leur génoise, ils ne la font pas eux-mêmes. Vrai ou faux? Alors, il n'y a pas que la génoise. Non, mais Ouais, c'est ça. vous avez plein de produits comme ça qui Mais sont ouais, extrêmement difficiles. Le pire, je pense, c'est pas la génoise. Le pire, ça va être le feuilletage. Faire un bon feuilletage, bien régulier, il vous faut des conditions très particulières. Il vous faut du temps, parce que ça doit reposer. À chaque fois qu'on tourne, on repose pour laisser la pâte se relaxer. C'est consommateur de temps, d'énergie, de main-d'œuvre. Et on a réussi, en industrie, à faire des feuilletages fantastiques. On ne voit pas la différence. Et c'est vrai qu'on livre de très grands noms avec notre feuilletage. Bon, C'est génial. mais voilà. Mais Vous n'avez on- pas on- un peu... Non, mais il n'y a pas un peu un... Ah, j'aimerais bien que ce soit écrit quelque part que... écoutez, C'est on en vit Mademoiselle bien, Dessert qui on l'a en est très fiers, on a un super retour de nos clients. Pour vivre, revivre en cachet. Ouais, Je sais pas, non, il alors pourrait y ça, avoir- ça a été notre devise longtemps et puis un peu moins aujourd'hui. Bah, mais- heureusement, vous êtes mais là, voilà. je suis ravi d'ailleurs. Voilà, mais oui, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on le fait très bien et on remplace pas, on accompagne, on aide. C'est-à-dire que vous voulez faire un fantastique millefeuille, vous avez besoin d'un feuilletage régulier. C'est très compliqué, il vous faut des conditions de mise en œuvre très pénibles. Ok, je l'achète. Il n'en demeure pas moins que c'est moi qui vais le cuire. Réussir la cuisson du feuilletage, c'est important. Je vais faire ma crème pâte, je vais monter mon millefeuille, je vais le découper, je vais le décorer, je vais y mettre ma touche. Nous, on accompagne. il y a On est l'aide en arrière-cuisine. Dans le monde des affaires, ça s'appelle des NDA, il y a des conditions de confidentialité. Oui, il avec, peut y en ça. avoir. Ouais, voilà, c'est il ça, peut y en ouais. avoir avec Ouais, certains. ouais, avec Ouais, certains. bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, c'est super important, Didier, parce que globalement, alors là, justement, c'est ce qui a un peu changé avec cette année incroyable qu'on a traversée. Globalement, il y avait l'idée de l'artisan c'est bien, l'industrie c'est mal. Ouais, mais ça, c'est la vieille Et guerre. moi, pour en avoir visité quelques-unes des usines agroalimentaires, j'essaye de temps en temps dans des discussions de dire, vous savez, c'est sans doute l'endroit où le moins de maladies, enfin, Ah bah oui, hein. les conditions sanitaires de l'industrie sont aujourd'hui exemplaires. Ça, on est imbattable là-dessus. Ça, c'est juste indiscutable. D'un point de vue sécurité alimentaire, il vaut mieux acheter chez un industriel. Bon, voilà. Mais c'est même pas le débat. Et puis c'est quand même des gens qui le font. Enfin, oui, c'est robotisé, mais il y a quand même des gens dans vos usines encore aujourd'hui. Ah ben oui, nous, à la différence 1900 salariés. des boulangers ou des viennoisiers qui sont très automatisés par rapport à nous, les industriels, nous, on est encore une industrie de main-d'œuvre. 1900 personnes pour faire 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même beaucoup de monde. Et ça, c'est sans les intérimaires, parce qu'en plus, nous, on a une activité qui est extrêmement fluctuante. Donc, on a probablement 500 ou 600 personnes en plus en variable à l'année. Donc, il n'y a pas de les bons artisans et les mauvais industriels. Il y a des très bons chez les industriels. On est le meilleur. Et il y a des bons et des moins bons chez les artisans aussi. Et il y a des très bons qui savent prendre les produits qui leur prennent du temps et qui ne sont pas pratiques à faire pour eux et quand même marquer leur territoire et leur pâtisserie de leurs pâtes. Alors, vous prenez... Alors, juste, on ne l'a pas dit, mais donc visiblement, c'est un secteur ultra éclaté parce qu'avec 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes quoi, leader européen aujourd'hui sur votre secteur? Deuxième acteur européen? Ouais, on est le deuxième acteur Deuxième européen. acteur européen sur votre Ouais. secteur. Ah oui, oui. Donc, il y a du build-up à faire, là. Enfin, Oui, j'imagine mais- c'est pour ça qu'il y a un fonds d'investissement, ça les intéresse beaucoup. Exactement. On a commencé en 2009. On avait une usine en Dordogne. On a racheté cette petite entreprise, ça faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a 12 sites, il y en a 8 en France, 3 en Angleterre, 1 en Hollande. C'est de la consolidation. Essentiellement, on a acquis des C'est ça, parce sociétés que avec des savoir-faire je voyais différents des effectivement nôtres. que vous étiez présent en Grande-Bretagne. Je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive à s'implanter en Grande-Bretagne? En rachetant en fait un acteur... Oui, en anglais. rachetant. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. voilà. Et puis après, on a des méthodes Avant le Brexit, et industrielles. c'est pas grave, Brexit ne change rien là-dessus. C'est de la Non, pas grand-chose. Alors si, en ce du marché moment-là, c'est intérieur. vraiment pénible parce qu'il y a plein de formalités. Les camions peuvent rester coincés pendant je ne sais pas combien de temps à la frontière, notamment pour les produits qu'on veut expédier d'Angleterre vers l'Europe. Ouais. Donc ça, c'est un peu pénible, mais ça va se fluidifier. Ça va... Et alors, donc vous disiez impact du Covid quand même, c'est-à-dire que, parce que j'ai vu pas mal d'industriels comme vous dans l'agroalimentaire qui en fait ont fait une bascule, oui, hôtel, café, restaurant s'est arrêté, mais en même temps on a eu une telle hausse de production En grande district. Voilà, en grande district que l'un dans l'autre Ouais. on s'y retrouve. Mais qu'est-ce qu'ont fait tous les Français pendant le premier confinement? Ils ont fait des gâteaux, mais oui. Eh bien sûr. oui.
Mais oui, J'adore. la farine, le sucre, les œufs, le beurre, tout ça, ça s'est vendu, mais de façon fantastique. Nos Je vous gâteaux, raconte. Je vous raconte, vous avez peut-être fait la même chose. Parce Ouais. qu'il se trouve que je connais un peu le secteur. J'ai un entrepreneur que je suis très, très longtemps qui fait de la pâtisserie industrielle. Il se retrouvait avec ses stocks de farine. Il a acheté une ensacheuse et il Ben, s'est il mis à les vendre a ses vendus stocks de dans farine. les- Ben oui. Voilà. Ah C'est oui. ça un entrepreneur. J'ai trouvé ça absolument Oui, génial. c'est génial. Et il les a vendus très cher, Ouais. ces stocks de Oui. farine. Voilà. À votre niveau, c'est pas possible. C'est Non, c'est non, trop nous, lourd. ça- Ouais, voilà, c'est ça. ça aurait pas été possible. Mais c'est vrai qu'on a vu dans certains magasins vendre des sacs de farine de 25 kilos. Qui achète de la farine par 25 kilos en grande district, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais ils faisaient leur pain, leur pâtisserie. Mais oui, Donc mais oui. notre activité, nous, la moitié de notre business, c'est la restauration, parce qu'on a parlé beaucoup de grande distribution, mais on travaille énormément pour la restauration. Bien sûr. Et là, bah, Ouais, tout à voilà. fait. Donc, impact Covid très très violent pour nous, hein. C'est moins 25% de chiffre d'affaires sur l'année 2020, hein. Donc ça fait très très mal, hein. Et les dispositifs, vous retrouvez à travers chômage partiel, les aides diverses Ah oui, et variées, ah, à oui, peu près. oui, 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 oui. oui, vous y Oui, on retrouvez. a- Bah oui, non, mais il faut le dire. Alors bon, c'est bien. 25% de chiffre d'affaires en moins, Ouais. rentabilité qui s'effondre également. Mais alors là, merci les aides, franchement, hein, le chômage partiel, instantanément, on a pu mettre des dizaines, et voire des centaines de personnes au chômage partiel. Et en Angleterre, au démarrage, les systèmes d'aide n'étaient pas du tout les mêmes. On a vraiment pris peur et on a dû licencier, hein. En Angleterre, on a licencié 150 personnes parce qu'on ne voyait pas du tout comment on allait pouvoir s'en sortir avec les aides qui étaient à notre disposition. Depuis, je dois reconnaître que leur chômage partiel s'est bien amélioré. Alors, Mais- c'est d'autant plus important pour vous, dans les minutes qui nous restent, qu'il faut absolument parler du pari que vous faites pour aller justement, pour pousser l'exemplarité industrielle. Vous voulez devenir... Vous êtes à mission d'ailleurs aujourd'hui ou pas encore ou, Alors, on a changé nos statuts vous avez changé et on vos a statuts intégré ça dans nos statuts. D'accord. Donc- Mais derrière, alors il faut le dire d'un mot, je crois que c'est le label Bicorp que vous Voilà, allez chercher. nous, Voilà. ben, ça y Qui est, est, on alors vient je de le dis poser. d'un mot, hein, la référence internationale Ouais. aujourd'hui pour l'ESR et pour l'ensemble de l'activité économique responsable. Oui, Voilà. le développement durable. On va le dire Ouais. comme ça. Oui, oui, et nous, on a fait le pari, mais ça, il remonte à même avant qu'on démarre le LBO, parce que j'étais employé dans la boîte que j'ai rachetée. Ça a été historique chez Mademoiselle Destin. Ah oui, depuis 2007. Depuis 2007, on s'est dit, il faut, En mode Yves Rocher, quoi, finalement. voilà, il faut qu'on travaille dans un mode développement durable. Le résultat compte autant que la façon de le délivrer. Ça nous a toujours guidés. Ça, Et c'est mais alors, c'est un défi considérable quand même quand on Ah bah, fait votre métier. Ouais. Parce que ça veut dire, ben oui, sur les produits, ouais, mais c'est sur sur les l'ensemble produits, sur le personnel, le nombre de personnes que l'on emploie, beaucoup de tâches répétitives. Nous, notre priorité numéro 1 dans l'entreprise, c'est santé, sécurité. Parce qu'il faut que les gens puissent vivre bien leur avec métier. l'entreprise et puissent vieillir bien avec l'entreprise. On est implantés, nous, partout en province, dans des secteurs vraiment ruraux. Quand on embauche quelqu'un, 9 chances sur 10 qu'il reste avec nous jusqu'à la retraite. Moi, quand j'ai commencé dans la pâtisserie, on faisait beaucoup de flan. On en fait toujours beaucoup. Et on avait des dames qui lissaient le flan avec une spatule parce que la surface du flan... elle Et- avance sur un tapis roulant Voilà, et hop, je et on lisse, prend le et flan, je lisse la et surface, lisse. je lisse la surface, je lisse la surface. Et là encore, vous avez, j'imagine, des fonds de tarte Ça, et boum, le truc qui tombe dedans, Voilà. fond de tarte, le truc Et qui on tombe lisse. dedans, et on lisse. Oui, sauf que moi, j'ai licencié au tout début des gens qui avaient des problèmes Musculo-squelettique. TMS, les fameux TMS. Je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, on a trouvé des solutions. Aujourd'hui, le lissage du flanc, c'est totalement automatisé. Il n'y a plus du tout d'intervention humaine. Et on n'a jamais... Ouais, mais vous avez récupéré les gens pour faire autre chose. Oui, mais bien sûr. Oui, voilà, c'est et ça, tout à notre effectif développement, constant. exactement. Et tout notre développement de toute l'automatisation qu'on a mis partout dans nos usines, et Dieu sait que les robots ont fleuri en 20 ans, ça s'est fait sans jamais sortir une personne because robot. Jamais. Mais on l'a fait. Mais on ne peut le faire que sur cette. Mais derrière, est-ce que... Alors, ok, ça c'est dit, et derrière, il nous reste 2 minutes, mon Dieu, est-ce que Bicorp et les efforts impliquent aussi, j'en sais rien moi, de mettre moins de sucre dans vos préparations? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, ça c'est un enjeu, mais qui est là au quotidien. On fait plein d'échantillonnages en ce moment de produits pour des clients grande distribution ou autres d'ailleurs, qui veulent les mêmes produits, des sucrés, comment on travaille. Et on À un travaille- moment, ça a été sortir l'huile de palme aussi, par exemple, j'imagine, des choses comme ça. Alors nous, on n'a jamais été trop là-dedans. D'accord. On a Non, il faut préféré faire du travailler. chocolat, c'est le problème du chocolat, l'huile de palme. Oui. Ouais, non, on en utilise aussi. On fait des beignets qu'on frit dans l'huile de palme. Mais on n'a jamais été capable de faire un aussi bon beignet
avec une autre huile. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un autre problème. Donc à un moment, le choix, quand il faut arbitrer une décision comme celle-là, il faut qu'il y ait un équivalent qui soit aussi efficace pour vous. bah oui. Ah bah oui. Mais par contre, quand on fait le choix de l'huile de palme, c'est forcément une huile de palme ségrégée et tout ce qui va bien. Durable, pour que ça- durable et responsable. identifié, et sans, tracé. voilà, sans aucune dérogation là-dessus. Mais oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Nous, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille, mais d'arrache-pied pour Didier, à enlever partir tous du les... moment, parce que c'est ça, et on va finir là-dessus, à partir du moment où vous n'êtes pas au contact du consommateur, donc c'est une démarche personnelle des fondateurs, vous avez Oui. ça dans les tripes. On a ça dans les tripes, Voilà, tout c'est à fait. Parce que c'est pas une démarche commerciale, même si à un moment sans doute vos grands clients vont vous demander et seront rassurés par l'ensemble des efforts que vous Oui, faites. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enseignes peuvent le demander. Quand on est dans le box avec l'acheteur, c'est pas forcément en haut de la priorité, de la liste des priorités. Mais c'est notre conviction. Encore là, dans les dernières négociations Ah du oui, printemps, là. oui, oui. Vous comprenez, hein, dans le box avec l'acheteur, c'est avec la grande distribution, là, voilà, Ouais. dans le box, là, où ça se passe. Mais nous, on y croit. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. On sait que sur le long terme, on a raison. Parce qu'il faudra que ça soit durable et que nos produits soient bons, sains et sûrs. Et durables. Et fait par des gens qui sont heureux d'aller travailler tous les Et jours. qui sont Enfin, heureux. Oui. Peu qu'ils puissent l'être, voilà. En tout cas, qui est surtout priorité numéro 1, ils repartent en bonne santé. Didier Boudy, donc le président de Mademoiselle Dessert sur Bismart. Et on repart, les amis, on repart avec Hélène Mérillon, qui est la fondatrice de YouBooks. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane. J'ai 2 choses à dire, Hélène. Alors d'abord, on a écrit le Netflix du livre français. Et quand on s'est vu la première fois, Hélène, est-ce que tu te souviens ? Ah bah oui, je me souviens très bien. C'était ouais. le 10h du livre. Alors, on est le Parce que- 10h ou Netflix. Non, mais parce que mais Netflix oui. n'existait pas. Tu comprends ? Moi, je trouve ça assez génial. Ces images. Voilà, t'étais le 10h. Et alors, il faut que je te le dise, la première fois qu'on s'est vu, moi, je reçois tous les entrepreneurs avec bienveillance et enthousiasme. J'y croyais pas une seconde. Bah oui, vous n'étiez pas le seul. Et c'est ça. Mais oui, on a créé ce modèle. Donc YouBooks, c'est la première application de lecture en streaming francophone. Hein. Donc c'est comme Netflix ou Deezer, mais pour la lecture de livres et de presse. Et quand on a commencé, on était les pionniers. C'est-à-dire qu'on a inventé ce modèle pour la lecture dans le monde. Non, Parce mais que c'était même à l'époque. et Amazon moi- ne l'avait même pas à l'époque. Hein. Et voilà. Et moi, j'avais alors il y a le formidable Arnaud Naouri, qui est le Nouri, qui est le patron d'Achète Livre, qui est toujours d'ailleurs le patron d'Achète Livre, qui me disait non mais Stéphane, vous n'y pensez pas. En gros, il faisait un calcul. Les gens lisent en moyenne 4 livres par an, donc l'idée qu'ils aillent acheter une tablette à 100 ou 150 € pour lire sur le numérique, ça n'arrivera jamais. Tout à fait. Donc c'est arrivé. C'est bien bourré. C'est arrivé puisque donc on a inventé le modèle, on a convaincu les éditeurs de nous confier leur contenu pour les distribuer dans notre abonnement. Et aujourd'hui, on est donc une société qui bientôt va avoir 10 ans. On est 40, on est rentable, on a connu une croissance formidable les 3 dernières années et l'usage est en train de se développer et de se démocratiser sur ce type de modèle. Donc la grande différence, c'est que vous êtes... Alors, on dit Netflix, bon, c'est une bibliothèque, point. C'est une bibliothèque et on prend un abonnement à la bibliothèque, c'est ça en fait le... Oui, c'est ça. On C'est ça, télécharge l'appli YouBooks, donc sur smartphone, sur tablette. On peut même s'inscrire sur un site, sur un ordi. Et puis ensuite, on s'abonne. Et pour 12 € par mois, on a accès à 400 000 contenus qui sont à la fois des livres, des audiobooks, de la presse quotidienne, des Alors, magazines. on va y aller là-dessus parce que tu as effectivement fait quand même évoluer le modèle. Hein. Mais à un moment, je me trompe pas, à un moment, tu t'es dit que tu allais faire la tablette, en fait. Enfin, ou du moins que tu allais l'acheter, quoi. Que tu allais présenter une tablette YouBooks. Alors, certains, C'était un moyen de pousser le modèle, en fait, c'est ça, Hélène ? certains lecteurs, en fait, lisent encore sur des liseuses. Donc, Moi, je lis voilà, sur une liseuse. écran rétroéclairé. Donc, on a monté un partenariat avec une liseuse. C'est un partenaire polonais, donc européen, et qui est en vente sur notre site. Donc, on a fait l'application qui s'adapte sur liseuse aussi pour les grands lecteurs de fiction, notamment. Il y a des gens qui aiment bien lire sur liseuse. Mais sinon, l'application YouBooks, elle est totalement indépendante du terminal. On peut avoir un smartphone ou une tablette, iOS, Android, tout ce que vous voulez. Ça fonctionne. Les liseuses sont quand même bien... Enfin, quand on est séduit par la lecture digitale, je dois avouer que ça reste quand même... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste quand même l'expérience la plus satisfaisante à beaucoup de points de vue. Alors, pour certains, oui, mais aujourd'hui, l'audio se développe énormément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la lecture digitale, maintenant, a pris la forme des livres audio, des podcasts. Et donc, ce qu'on note sur la plateforme YouBooks, c'est de plus en plus d'écoute de livres.
Et notamment les moins de 35 ans. Alors, l'usage de la lecture digitale s'est beaucoup développé. On a maintenant un Français sur 3 qui lit des livres numériques depuis de 15 ans. Un Français sur 3. Oui, l'année dernière a beaucoup accéléré les usages. On vit un moment qui est assez passionnant pour YouBooks. Vas-y. Parce que le marché de l'édition, des livres, etc., est en train de vivre sa révolution digitale. Et l'année dernière, évidemment, les confinements successifs ont fait que les gens se sont mis de plus en plus à lire en digital. Et ça a pris la forme de la lecture audio. Vous aviez, il faut le citer, vous aviez Amazon qui vous apportait tous les bouquins dont vous pouviez avoir besoin quand même. Donc, oui, mais YouBooks, c'est bien mieux qu'Amazon. Ça, j'en doute pas. C'est bien mieux qu'Amazon, c'est la seule application où on a tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une appli pour les livres audio, une appli pour la presse, une appli pour les livres. Vous vous abonnez à YouBooks pour 12 € par mois, vous avez accès à tout ça. Mais alors, une seule appli. Tu as tout, mais comment ça se passe dans les relations avec les éditeurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils te donnent, parce que donc c'est 400 000 contenus, c'est ça, tout compris, Hélène ? Sur notre plateforme, oui, on a 400 000 contenus, essentiellement francophones, mais on commence aussi à avoir des contenus dans d'autres langues maintenant. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les bouquins qui sortent, ils sont automatiquement transférés dans l'abonnement YouBooks, ou à chaque fois tu dois négocier ? Alors, je négocie avec les éditeurs. Aujourd'hui, on a 1500 éditeurs qui sont partenaires de la plateforme. Ils sont quasiment tous français. On a aussi des éditeurs francophones. Mais en gros, je pense tous les grands best-sellers. Est-ce que tu as des problèmes ? On travaille avec on va dire les 20 premiers éditeurs français travaillent avec nous, que ça soit en livre audio ou en e-book ou autrement. Mais en tout cas, on travaille avec tous les éditeurs qui comptent en France. Et on a les nouveautés, Stéphane. On a les nouveautés sur la plateforme. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que c'est... Enfin, c'est les derniers, j'ai l'impression. Sortent, en fait, aujourd'hui, les grands best-sellers, les nouveautés des grands auteurs sortent en audio quasiment en même temps qu'en librairie. Et on les a en audio. Mais ça veut dire qu'ils acceptent... Non, parce que c'est les derniers des dinosaures quand même. Ils ont eu un peu de mal encore plus. Alors, on en parle moins parce que c'est le livre, c'est pas la musique, etc. Mais c'est pas le cinéma. Mais donc, ils acceptent la formule de l'abonnement. C'est ça, surtout, le sujet. Oui, absolument. Qu'on puisse lire un best-seller sans l'acheter. Oui, parce que la raison pour laquelle l'abonnement les a séduits, ils ont fini par y venir tous, c'est justement le développement de l'usage audio, le développement de la lecture digitale chez les jeunes, les moins de 35 ans, ça c'est 1 sur 2. C'était une manière 1 sur 2. 1 sur 2 qui lit des livres digitaux. Et donc on est sur un usage qui s'est démocratisé. YouBooks leur permet en fait de toucher ces jeunes lectorats qui vont peut-être un peu moins en librairie que les plus de 40. Et donc nous, on apporte finalement, on adapte le livre au smartphone, qui est quand même l'écran privilégié. C'est le terminal sur lequel. C'est ça. C'est petit. Même les grands smartphones, je trouve ça. Oui, mais quand on écoute les livres, ça n'a plus d'importance la taille de l'écran. Donc ça, alors d'abord, tu as combien de clients là, Hélène ? C'est public ? On est à 2,5 millions de lecteurs sur YouBooks dans le monde entier, avec 50% de lecteurs en France. Pourquoi tu dis lecteur, tu dis pas abonné ? Eh bien parce qu'on a aujourd'hui des lecteurs qui peuvent lire gratuitement sur YouBooks. On peut essayer gratuitement sur YouBooks, et puis si ça nous plaît, on s'abonne. Donc on est surtout en fait une vraie entreprise rentable maintenant. C'est la deuxième année de rentabilité. Attends, parce que 2,5 millions de personnes, c'est du monde. Oui. Ah, je suis bluffé là. Parce que tu as monté l'entreprise petit à petit, etc. Donc, à aucun moment, si tu as fait des campagnes de pub, tu as mis un petit peu d'argent. On n'a pas fait beaucoup de campagnes de pub. On a levé très peu de fonds finalement sur YouBooks depuis le début. La première levée de fonds a été faite grâce à BFM. 3 minutes pour convaincre. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est véridique. Formidable aventure. Il faut quand même le rappeler. Ah bah évidemment. Et on a levé 3 millions. Et on est autofinancé maintenant depuis 2 ans. Donc, dans cette toute première levée de fonds, là déjà, 3 millions ? Non, on a levé 3 millions en cumulé. En cumulé, ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais revenons sur... Donc 2,5 millions. Et alors revenons sur le livre audio. C'est-à-dire, comment est-ce que ça a démarré ? Je dois dire que j'ai essayé, je n'y arrive pas. Voilà, donc la voix de l'acteur est c'est un médium de plus, c'est un intermédiaire de plus en fait, entre toi et le texte. Ouais, c'est une scénarisation de plus. Voilà. Et je crois que c'est ça qui séduit notamment les moins de 35, c'est ce côté scénarisation. Et puis il y a eu les podcasts qui ont poussé aussi beaucoup l'usage audio. Et donc on est aujourd'hui dans un développement de cet usage audio qui est très très notable. Et les éditeurs ont bien conscience de ça, investissent de plus en plus dans le secteur audio. Et donc, nous, on est vraiment partenaire de distribution privilégiée sur ce. Donc, aujourd'hui, un bouquin d'un grand éditeur
lecteur qui sort, voilà, il va sortir en format digital, en format audio, dès le départ. Ouais, quasiment. Quasiment. Là, sur les 10 auteurs qui vendent le plus en France sont tous sur YouBooks. Sont tous, Au moins en audio. sont tous au moins en audio, mais pourquoi pas en... Pas toujours en e-book. Vous savez, les droits ne sont pas détenus nécessairement par les mêmes éditeurs, d'ailleurs, en audio et en e-book. Donc, mais nous, on travaille maintenant, y compris donc, avec Hachette, avec tous les éditeurs français. Voilà, donc ça, j'en suis très fière. On a réussi à les convaincre. Et on a réussi aussi à montrer ce qu'on apporte au secteur, parce que vraiment le modèle YouBooks dès le départ, ce qu'on voulait, c'était développer un modèle qui soit équitable et durable avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre et de pouvoir finalement apporter quelque chose de complémentaire. Et donc nous aujourd'hui, on a clairement montré notre place. Notre rôle, c'est de toucher les jeunes lecteurs. Notre rôle, c'est d'aller chercher des revenus B2B. Et c'est pour ça que notre stratégie commerciale est très axée vers le développement de grands partenariats. Revenu B2B, comment ça, revenu avec B2B? Des opérateurs télécoms, avec des chaînes d'hôtels. YouBooks met du livre partout et travaille avec des acteurs B2B, des grands groupes B2B. Alors les chaînes d'hôtels, je comprends bien. Les opérateurs télécoms, je comprends moins bien quel est leur intérêt. Et ben, aujourd'hui, comme ils vont intégrer un certain nombre de bouquets, de chaînes télé dans les formules box ou mobiles, ou bien du Netflix, ou bien du Deezer, ils vont aussi intégrer du YouBooks. C'est en fait un contenu de plus qui permet de fidéliser les clients, et notamment les familles. Parce que ce qui est génial dans YouBooks, c'est que non seulement on trouve tous les formats, que ça soit de la presse, du magazine, des audiobooks, des e-books, des BD, mais c'est aussi pour toute la famille. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins pour les enfants, pour les parents. C'est un abonnement familial. Voilà. Et alors, ça, c'est vraiment génial, parce que pour 12 Hélène, € par mois, c'est imbattable. Et tu sais, c'est parce que c'est le seul souci que j'ai avec le livre digital, en famille justement, c'est qu'il est sur ta tablette et tu ne peux pas le prêter. Et voilà, si tu veux que ta femme ou tes enfants le lisent, il faut l'acheter une deuxième fois. Voilà. Ben exactement, YouBooks, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Un livre digital qui serait coincé sur une liseuse Kindle, ça n'a aucun sens. Sur un device, ouais. Ça n'a aucun sens. Les gens ne comprennent pas. Et voilà. Et justement, YouBooks, c'est le partage complet. Voilà, on peut partager ses listes de lecture. Bon, et puis, tu ouvres en plus la culture pour des sommes qui restent des sommes très raisonnables. Ben oui. Bon, chapeau, on est des démocrates de la lecture. Des démocrates de la lecture, et alors surtout un combat d'entrepreneuriat qui me laisse baba. Voilà. Hélène Mérillon, donc, fondatrice de YouBooks, et vous vous abonnez comme vous, enfin youbooks.com.fr, voilà, pour s'abonner très tranquillement. C'était Bismart, les amis, et on se retrouve demain.